Bonsoir à tous. Premier numéro, podcast, vidéo. On ne sait pas encore trop quelle forme tout ça va prendre d'Écrire le sport. En tout cas, une nouvelle formule Écrire le sport pour venir vous parler de littérature et de sport, enfin d'art et de sport, de toutes les formes de représentation du sport dans les arts et dans les objets culturels. Alors pour ce premier, cette version test de notre nouveau terrain critique, quatre invités, quatre personnalités autour de moi que je vais vous présenter dans un instant. Et puis déjà, de mettre les deux pieds dans le plat sur le sujet du soir. On est évidemment très peu originaux, on ne prend pas de risque pour la première version. On va parler de football, de ballon rond, sujet qui, en ces temps particulièrement compliqués, nous manque de manière viscérale. Le week-end était écrit totalement différemment. Alors, pour m'entourer ce soir, quatre spécialistes du sport et des objets culturels. Je commence tout de suite avec Gaëtan Alibert, qui est chroniqueur spécialisé en baseball sur The Strikeout et présent aussi sur le podcast des sports US Hype. Et il est par ailleurs le fondateur du podcast Culture Baseball et du blog L'Esprit du Cricket. Salut à toi Gaëtan, merci de nous rejoindre sur ce sujet footballistique, bien que toi tu es un vrai fanat mordu de sport US. Et également de foot. Et également, c'est vrai, avec un habillage quand même pailladin. Montpellier. Attention. Julien Bernard, ensuite, toi tu es éditeur, le fondateur des éditions Salto, cette maison d'édition consacrée à la littérature sportive. Alors passionné de football, avec un gros défaut qui est celui du PSG, mais ça, on évitera d'en parler ce soir. Et de tennis notamment, avec le super revers de Federer. Et tu as donc consacré aujourd'hui, ta maison d'édition est aujourd'hui consacrée à la littérature sportive et elle a aujourd'hui publié une vingtaine de titres à ce jour. C'est ça, tout à fait. Salut à toi Julien. Salut. Un autre Julien, mais dans Écrire le sport, c'est presque une chose commune que de convoquer des Juliens. Julien Camille est parmi nous ce soir aussi, journaliste et cinéaste. Tu es notamment l'ouvrage de cette somme extrêmement importante de sport et cinéma qui répertorie plus de 1500 films de fiction et dans plus de 60 sports. Et tu es aussi le récent réalisateur du documentaire sur cette légende du cyclisme, qui est René Vietto. Salut à toi Julien. Salut. Enfin, un dernier de nos invités, une des toutes dernières recrues d'Écrire le sport, précisons-le, Sébastien Lafache-Cognier. Salut Sébastien. Toi, tu es maître de conférence à l'UPFR STAPS de Besançon, où tu travailles sur 3 axes de recherche. Pour le dire très rapidement, tu travailles sur les liens entre pratiques corporelles et leur représentation artistique, sur la culture populaire et enfantine, et enfin sur les innovations scolaires en lien avec l'environnement naturel. Alors désolé, dès qu'on parle d'activité de recherche, d'activité scientifique, c'est toujours trop résumé, mais bienvenue à toi et merci d'être parmi nous. Bienvenue à tout le monde. Alors, le principe, évidemment, on est à l'heure de l'apéro, donc déjà le premier principe, c'est quand même de boire un verre, avec évidemment toutes les modérations qu'il faut. En ce moment, c'est de vous présenter, chacun d'entre nous va vous présenter un texte, une œuvre, en fonction de ce qu'on fera, une bande dessinée, un manga, un film éventuellement, vous le présenter en quelques mots, et puis ensuite discuter de l'intérêt, du plaisir ou du déplaisir qu'on a eu à découvrir ces œuvres et ce qu'elles apportent à la représentation du football aujourd'hui. Alors, comme j'ai la parole et j'aime la monopoliser, je vais me permettre d'ouvrir la présentation avec ce récent ouvrage, L'homme qui n'est jamais mort, d'Olivier Margot. Alors Olivier Margot, pour le dire très rapidement, c'est un ancien rédac-chef de l'équipe MAG. Ce superbe ouvrage, super bien édité, ça je fais un petit clin d'œil à la Julien Bernard dessus, qui publié par Lattès, qui nous relate, disons, une histoire du football quelque peu oubliée de notre côté, celle de Mathias Sindelar, grand attaquant, numéro 10, enfin, où
une pointe basse, pour le dire en des termes contemporains, de l'attaque de la magnifique équipe d'Autriche des années 30 et dont on retrace une grande partie de l'existence et notamment de la trajectoire footballistique de Matthias Sindelar, de ses succès tant en club à Vienne, en l'occurrence, qu'avec l'équipe nationale autrichienne qui va s'imposer comme l'une des plus grandes équipes au mi-temps des années 30 et qui construit aussi le mythe d'un joueur de football qui, au moment de l'invasion nazie en Autriche, va contester le pouvoir nazi en place, va se présenter quelque part, ou pourrait être présenté comme un dissident politique. Alors ça, l'écriture historique ou l'historiographie ne s'accorde pas sur ce sujet évidemment essentiel pour comprendre la figure de Matthias Sindelar, mais Margot en fait un résistant, celui qui va refuser que l'équipe d'Allemagne venant jouer contre les Autrichiens sur place va refuser de perdre, en l'occurrence. Ça, c'est une réalité historique. L'Autriche ne perdra pas à ce moment-là. Mais dont la mort finalement qui interviendra avant même l'entrée, la grande guerre, la guerre en tant que telle, qui interviendra finalement assez rapidement, une mort qui reste entachée d'un certain nombre d'obscurités, de zones d'ombre en l'occurrence, et qui participe aussi de la légende du personnage. Alors, moi, ce que j'aime dans ce récit, en l'occurrence, c'est évidemment l'immersion historique d'un joueur qui, selon la présentation de Margot, a quand même écrit une forme de modernité du football. Un joueur qui aurait, dans sa vision de jeu, quelques années, voire quelques décennies d'avance. Ça, c'est une magnifique représentation. Je mettrais peut-être plus de haut là, disons, à une approche historique qui a du mal à s'avouer comme telle. On ne sait pas quels sont les documents auxquels a eu accès Olivier Margot. On décèle chez lui dans l'écriture une véritable fascination et on est toujours dans l'entre-deux entre un travail vraiment historique ou historiographique et puis quelque chose qui serait plus affirmé du côté du roman, en l'occurrence, de la fiction littéraire, et qui assumerait, disons, de faire d'une personne, un personnage, voire un héros, une légende en tant que telle. Et justement, il y a un véritable flou dessus. Là, clairement, Margot prend le parti de dire que Sindelar était un résistant. Tous les historiens ne s'accordent pas sur la question en l'occurrence et rien ne nous montre, rien d'autre qu'une véritable fascination pour le joueur nous est montré. Donc j'ouvre un peu le débat là-dessus, j'envoie quelques bouteilles à la mer. En tout cas, une vraie découverte sur un parcours de joueur. Encore un rapport avec des légendes, comme on le voit beaucoup dans la littérature sur le football, en l'occurrence. Une véritable fascination pour des joueurs, pour des histoires, pour des trajectoires. Celle-ci est peut-être moins connue, même si Sindelar avait été classé par la FIFA il y a quelques années comme l'un des grands joueurs du XXe siècle. Je crois qu'il était classé en 20e ou 22e position, quelque chose comme ça, ce qui fait quand même un joueur tout à fait essentiel, mais dont on a assez peu finalement, nous, d'informations depuis la France, d'autant plus que l'Autriche ne s'inscrit plus depuis maintenant longtemps comme des grandes nations du football mondial, en l'occurrence. Alors qu'à ce moment-là, elle l'était clairement, en l'occurrence. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la notion de légende qui est écrite et à laquelle, je pense, le livre d'Olivier Margot participe et va nourrir encore plus. C'est la légende. La légende sportive s'écrit comme ça, c'est-à-dire qu'avec ce plaisir aussi de raconter ce que l'histoire ou ce que l'on imagine aussi de l'histoire. Et cette part d'imagination-là dans le récit sportif, du récit populaire et du récit collectif, de notre histoire collective, est importante pour moi dans notre appréhension du sport et notre amour du sport et notre amour de le raconter. L'amour de raconter le sport est presque aussi important que de le regarder, presque. Pour moi. Oui, moi je pense que ça participe vraiment à
quelque chose qui est assez récent où pendant très longtemps on a mis en avant les épopées collectives et je trouve que de plus en plus on voit de la littérature qui s'intéresse aux individus, au parcours et pas simplement des parcours des très grandes légendes, hein, les Ronaldo, les Zidane, Maradona, etc. hein, mais à ceux qui étaient plus méconnus, bien que comme tu le dises, Sindelar fait quand même partie du top mondial sur l'histoire du foot et je pense qu'aussi il y a une recherche d'un autre foot. Voilà, on est tellement noyé dans le foot business qu'il y a vraiment une recherche d'un autre foot. Je pense par exemple, au livre de Michael Correa sur l'histoire populaire du foot, le livre sur Kaiser, avec cette histoire totalement folle d'un footballeur professionnel un peu bidon. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une recherche d'un autre foot. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce parti pris sur ce Sindelar résistant, même si les historiens ne s'accordent pas forcément sur ce sujet. Oui, puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans la littérature sportive, bon, footballistique en particulier et sportive en général, sur la partie exofiction, c'est-à-dire on part d'un fait réel et puis on en invente quelque chose. Enfin, on essaie de combler un petit peu les trous avec des récits qui sont souvent magnifiés ou tournés à l'avantage ou contextualisés. Là, dans le cas de Sindelar, on parle de résistance. Bon, effectivement, les historiens ne s'accordent pas à ça, mais on a aussi besoin, comme disait Gaëtan tout à l'heure, d'un imaginaire qui s'ancre dans une réalité historique et qui est en rupture avec les superstars qu'on peut avoir aujourd'hui et qui nous paraissent peut-être moins accessibles, et moins humaines, et moins engagées aussi. Moi, je me souviendrai toujours de la phrase dans le film de John Ford, de L'homme qui tue à Liberty Valance. À la fin de L'homme qui tue à Liberty Valance, et il y a James Stewart qui raconte la véritable histoire de l'homme qui tue à Liberty Valance, et il y a les journalistes en face de lui qui notent, et à la fin de son histoire, de la vérité, ils prennent le papier, ils le déchirent et le jettent. James Stewart dit « Mais vous n'allez pas publier la vérité ?» Et en face, ils répondent « On est à l'ouest, sir. » Et quand la légende dépasse la vérité, on imprime la légende. Et je trouve... je pense qu'il faut. C'est ça, je pense, qui est important aussi dans la littérature sportive, c'est cette notion aussi de plaisir qu'on a à imaginer ce que ça aurait pu être et la vérité. Et qu'on parle beaucoup de légendes sur les vieux et sur les anciens sportifs, et je pense aussi marquant du fait que maintenant, on voit tout, on lit tout. On est dans une société où tout est filmé, tout est vu, tout est analysé. Et cette part de légende qu'il pouvait y avoir dans l'ancien temps parce que on n'avait pas toutes les informations et donc on était obligé de combler les trous par notre imagination, donc une part de fiction, fait que les légendes étaient, je pense, plus faciles à construire et sont plus faciles à construire avec les personnages sportifs et les sportifs d'avant qu'avec les sportifs actuels. Mais justement, moi, c'est peut-être un des leviers qui m'intéresse énormément sur la constitution de cette légende-là et sur lesquels, dans le livre de Margot, encore une fois, hein, je trouve un certain nombre de limites. Par exemple, si je prends le Mirage El Wafi de Fabrice Collin sur ce vainqueur donc des Jeux Olympiques au marathon, de l'épreuve de marathon en 28, il y a, dans la mesure où il y a des trous historiques, il y a finalement quelque chose de parfaitement assumé dans la construction légendaire du personnage par l'auteur. Donc l'auteur, en quelque sorte, se met un peu en scène dans des recherches qui sont justement brumeuses, entachées d'un certain nombre de fantasmes, notamment d'ailleurs que le personnage, la personne, est confronté aux grands événements, aux grands phénomènes de l'histoire. Là, avec Margot, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose à la fois d'une vraie construction de la légende, notamment quand il nous plonge dans les matchs avec Sindelar. C'est-à-dire qu'il voit dans Sindelar un véritable poète du football, quelque chose de particulièrement singulier en l'occurrence, et là il y a quelque chose d'évident, de parfaitement subjectif, qui suit une focalisation extrêmement marquée du personnage, et à côté de ça on suit un fonctionnement, un véritable récit historiographique, une vraie démarche historiographique en l'occurrence, qui me paraît être quasiment presque entaché ce discours de la légende en l'occurrence. Alors évidemment Sindelar est très intéressant aussi pour son rapport à l'histoire en l'occurrence, et pour la confrontation
transformation de cette équipe qui est magique avant d'être complètement enterrée par l'invasion nazie. Je comprends bien la démarche, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle est double et qu'elle, des fois, elle se dément quelque part, en fait. Je trouve ça extrêmement intéressant. Moi, ici, j'ai envie d'imaginer Sindelar, comme vous le disiez, en dehors d'un certain nombre de canons de foot business, comme on peut le voir aujourd'hui, comme un sport ayant un poids dans l'histoire. Voilà, ça, oui, en effet. Quitte à ce qu'on réécrive l'histoire, quitte à ce qu'on la fasse mentir, en quelque sorte. C'est de la littérature, quitte à ce que, finalement, le geste littéraire s'affirme comme geste littéraire, en quelque sorte. Seb, est-ce que ouais, je te donne la parole. Ouais, justement, je suis assez intéressé par peut-être cette question de genre, mais surtout de traces. Le geste littéraire n'est peut-être pas forcément le plus, comment dire, à même de raconter la vraie histoire. Finalement, le but, c'est de se servir de pointillés, d'archives ou de souvenirs ou d'une certaine mémoire collective pour mettre une forme de récit, de fiction. Mais j'ai tendance à dire que finalement, que ce soit la réalité historique ou pas, peu importe. Ce qui nous emporte dans l'ouvrage, en l'occurrence, c'est de savoir si la langue nous porte, si l'histoire nous passionne, si on a l'impression de revivre des moments de mémoire collective. Et la réalité historique, si on en voit quelques traces, c'est très bien, mais si c'est déformé, ben finalement, c'est l'objet d'une œuvre. Voilà, voilà ce que j'en pense. Après. Ouais, Gaëtan, ouais. Moi, je trouve c'est marrant parce qu'on a ce débat-là sur la littérature, je l'entends quasiment jamais au niveau du cinéma. Alors peut-être que Julien C pourra me contredire, vu son excellent travail sur sport et cinéma dans son encyclopédie, mais on n'a pas ce débat alors que, par exemple, dans la fiction sportive, même quand elle reprend des éléments réels, je pense notamment dernièrement à The English Game, et puis à tous les films qu'on a pu voir sur le baseball, la boxe, le football, il y a souvent quand même d'énormes libertés avec les faits historiques, pour différentes raisons, pour avoir une narration beaucoup plus fluide, pour pouvoir concentrer l'action sur une temporalité plus réduite. Mais on ne se pose pas la question, en fait. On se dit, bon, si on doit vérifier les faits, on vérifiera les faits plus tard, mais on profite du film ou de la série. Alors que peut-être qu'en littérature, on se montre un peu plus exigeant. Alors, est-ce que c'est le rapport à la littérature? C'est aussi un rapport au savoir qui est différent avec le cinéma, qui est vraiment marketé fiction. Mais je trouve qu'on n'a pas ce genre de débat, alors que la fiction sportive au cinéma, elle est pleine d'erreurs, d'approximations ou de très grande liberté avec la réalité historique. Julien, est-ce que tu veux, toi, peut-être nous présenter le rapport peut-être que tu as eu justement en tant que cinéaste et justement ce travail sur la légende Vietto. Alors, c'est autre chose, mais c'est un autre sujet. On bascule du football au cyclisme, mais peut-être toi, comment tu as abordé la démarche historique et la construction de la légende? Alors moi je suis parti en voulant, dans ce documentaire sur René Vietto, parler de la légende, c'est-à-dire comment on racontait l'histoire de Vietto et surtout m'attacher à ce récit de l'histoire de Vietto. C'est-à-dire, je suis allé voir des personnes qui l'ont connu ou qui connaissaient l'histoire de Vietto ou la légende de Vietto, et c'est elles qui me l'a raconté. C'est-à-dire que dans mon documentaire, à aucun moment donné, il y a une voix off qui vient rétablir la vérité, qui vient rétablir les faits, qui vient comme quelqu'un, comme une voix qui a la science infuse et qui vient dire voilà, en fait, c'était ça, c'est pas ça, ça s'est passé comme ça. Les seuls témoignages qu'il y a, c'est les témoignages de gens qui ont certains entre 90 et 96 ans et qui racontent ce qui s'est passé il y a 50 ou il y a 60 ans. Donc je vous laisse imaginer les trous, les manques, les transformations que certaines histoires ont pu avoir et que en plus ces sportifs, ces cyclistes-là, sur 50 ou 60 ans, ont peut-être raconté l'histoire 60 fois, 100 fois, 200 fois, et à chaque fois, ils rajoutaient des petites anecdotes, des petites choses, parce qu'il fallait se mettre aussi en avant et rendre la chose vivante et drôle. Et à côté de ça, tous les commentaires en voix off, ce sont des lectures de textes qui ont été écrites sur Vietto, c'est-à-dire que ce soit ou des articles ou des œuvres littéraires, pour rester sur le récit et sur le récit de cette histoire-là.
Parce que voilà, moi je m'intéressais à cette légende-là, à l'histoire qu'on raconte, plus qu'à la vérité, parce que je suis plus intéressé quand je regarde Vietto à l'histoire qu'on raconte de Vietto, à l'histoire qu'il fait vivre en nous et donc du coup aux émotions qu'il crée en nous, plus que savoir si il s'est coupé l'orteil à telle étape ou après le Tour de France, si c'était vrai qu'il buvait pas, qu'il mangeait pas pendant 300 km. Ça m'est égal. Par contre, me dire qu'il ne mangeait pas et qu'il ne buvait pas pendant 300 km, ça me fait rêver. Ça me donne l'idée de quelqu'un d'assez extraordinaire. Et je pense qu'on a besoin aussi dans les récits sportifs et dans notre vie en général d'avoir ces personnages un petit peu comme ça, emblématiques, symboliques, pour nous aider à la fois à nous construire, ce qui est le but d'une légende de toute manière, mais aussi à nous amener des espaces d'imagination, de rêve, qui fait que la prochaine fois qu'on va prendre son vélo ou qu'on va aller se balader, on aura une sensation différente avec l'espace qu'il y a autour de nous et les histoires qui se sont passées sur cette route ou dans ce col-là. En effet, en tout cas, ça pose tout un faisceau de questions sur la représentation, c'est-à-dire que de travailler sur des icônes, sur ce que ça a laissé dans les mémoires, ce que ça a travaillé et continue de travailler en nous, ce que ça représente aussi d'époque. Je crois que c'est aussi ça, hein, le rapport historique qu'on évoquait, ou l'écart historique qu'on évoquait avec notre propre consommation, disons, du sport, notamment du sport de haut niveau aujourd'hui. C'est-à-dire que ça génère chez nous des fantasmes d'un autre sport, d'un autre rapport au professionnalisme, d'un autre rapport à l'effort, d'un autre rapport à la performance, etc. etc. Ça me semble être un faisceau de questions qui sont essentielles pour comprendre, mais toutes les dynamiques à la fois de notre représentation générale du sport dans la société plus globalement et la construction même de la notion de représentation dans les arts, en l'occurrence, qui est évidemment une question à la fois essentielle et extrêmement large en l'occurrence. Désolé, je bascule un peu de sujet pour essayer à la fois de donner la parole à tout le monde et puis essayer justement de naviguer sur toutes ces formes de représentation. Julien, je me tourne vers toi et vers Underdog que tu nous avais dit présenter. C'est donc, je vais te laisser la parole tout de suite, mais c'est un texte que tu avais choisi toi de publier en tant qu'éditeur et tu vas nous dire pourquoi tu l'as fait. Alors effectivement, je vais vous présenter Underdog, qui est un roman publié et qui est sorti il y a 1 an et demi à peu près, c'est fin 2018. Il y a l'originalité déjà d'être écrit à 4 mains, c'est-à-dire par 2 auteurs, 2 jeunes auteurs, Romain Lescurieux et Antonin Vabre, donc qui ont une trentaine d'années. Et la grande originalité, la grande force de ce roman, avant même de parler du contenu, c'est que c'est un roman à la première personne, mais où les 2 auteurs s'effacent complètement derrière un narrateur anonyme. C'est-à-dire qu'on ne connaît jamais son nom, il fait à peu près 280 pages ce roman, et on ne cite jamais son nom. Donc le principe l'idée du roman, c'était de présenter, l'histoire d'un jeune Français diplômé qui a 25 ans en 2013 et qui ne sait pas quoi faire de sa vie parce qu'il arrive sur le marché de l'emploi et on lui dit vous n'avez pas assez d'expérience, c'est bien, vous êtes diplômé. Et donc voilà, c'est le chat un peu qui se mord la queue et il se dit je vais partir en Angleterre. Il fait une rencontre et il dit je vais partir en Angleterre pour découvrir, et il s'imagine une espèce d'Eldorado de pays où il pourra devenir le roi du monde. Et en arrivant en Angleterre, il déchante complètement. Il se retrouve dans des chambres miteuses, attaquées par des puces de lit. Et il se retrouve à travailler dans des bars ou dans des restaurants, à faire frire du poulet. Enfin voilà, c'est complètement autre chose que ce qu'il avait imaginé. Mais il est passionné de foot et du coup, il s'immerge complètement dans le milieu des supporters anglais. Et vraiment les supporters dans leur grande globalité. Et c'est ça qui m'a plu d'abord, avant toute chose, et c'est, à la limite, on prend l'inverse de ce que toi, Fred, t'avais présenté en parlant de Signe de l'art, c'est qu'on est sur des anonymes, des personnages anonymes, des supporters qui sont des supporters, ou pas forcément, mais des gens qui sont dans le pub ou dans un stade, et là, toute identité est abolie au moment de regarder un match de foot, c'est-à-dire qu'on est tous égaux devant un match de foot. Et c'est ça qui m'a, avant toute chose, plu, c'était ce côté anonyme. D'ailleurs, Underdog, c'est l'outsider,
c'est celui qui n'est au final qui n'est rien au début et qui essaie de devenir quelqu'un. C'est celui qui n'est rien au début. Et donc voilà, pendant 280 pages, on suit 3 ans de l'expatriation de ce jeune Français, donc de 2013 à 2016. Et au final, le foot, et c'est peut-être le petit reproche qu'on pourrait faire au livre, c'est qu'il est, dans notre contexte de littérature sportive et de culture sportive, c'est que le foot ne sert finalement que de marqueur. Il est peut-être un petit peu absent. On ne parle pas de joueurs, on parle juste de rencontres autour de ce phénomène-là. Et on voit notamment l'importance qu'il peut avoir en Angleterre, où chaque famille a son club, chaque famille se forge une culture à travers le foot. Inversement, enfin, pas inversement, mais donc voilà, le foot sert de marqueur pendant 3 ans. Et on suit, voilà, le chapitre est séquencé jour au jour le jour, ou presque, parfois 1 heure, et le chapitre suivant se déroule 2 heures après, à la fin du match. Donc voilà, il y a cette espèce de rythme séquencé par le football en général, et par les matchs de foot, et puis par des grands événements qui arrivent parfois. Il est notamment, donc en Angleterre, il vit les attentats du Bataclan et du Stade de France en Angleterre, et donc il y a tout ce récit qui est fait du point de vue anglais, de la manière dont ils ont pu voir les attentats et les hommages qu'ils ont rendus grâce au foot. On se rappelle tous de la Marseillaise chantée à Wembley pour rendre hommage aux attentats, enfin aux victimes des attentats. Donc voilà, ça qui était intéressant pour moi, c'est que déjà l'écriture est assez forte, et ils ont réussi un tour de force d'écrire à 4 mains et d'uniformiser un style. Et puis que c'était quelque chose qui prenait le contre-pied d'autres romans que j'ai pu publier, c'est-à-dire qui s'intéressaient aux anonymes. Il y a Sébastien qui voulait rebondir sur ce que tu disais justement à l'instant. Oui, justement, par rapport au dernier mot de Julien Bernard, le côté anonyme, c'est peut-être quelque chose qui traverse les deux présentations de Julien Camille et de Julien Bernard. Là, on a à la fois dans la construction soit d'un récit, soit d'une histoire à travers peut-être les gens d'en bas ou populaires, ou une forme de culture populaire, comment les gens vivent le foot, comment ils se construisent à travers cette activité. Et pour rebondir sur les propos de Julien Camille, il me semble aussi que ça me fait penser avec les propos de Roland Barthes, les mythologies, comment se construisent les légendes. Mais évidemment, les mythologies se construisent pas forcément avec une vision politique, une vision économique, mais avec un regard populaire, avec le monsieur tout le monde, et donc avec des anonymes. Et je pense que on voit très bien qu'actuellement, mais c'est pas nouveau, la littérature embrasse ces angles d'attaque, mais on le voit aussi à travers les approches historiques qui s'attachent à décortiquer ces histoires plus basses ou plus dénigrées en premier abord. Voilà. Mais si je peux me permettre, avant de vous filer la parole, mais c'est peut-être justement, tu parlais de marqueurs, Julien, c'est cet écho, disons, un peu lointain qui peut interroger. Hein, on en a énormément discuté par le passé, toi et moi, et puis dans d'autres contextes, mais sur ce qu'est ou pourrait être, disons, la littérature sportive. Et finalement, est-ce qu'elle a besoin tant que ça de pratiques sportives encore plus aujourd'hui, quand on parle de contemporain, ou notamment si on parle de football, puisque c'est notre sujet du soir, la difficulté de représenter en littérature le sport, la pratique sportive, dans la mesure où on est matraqué d'images, où l'image, elle est décortiquée, on voit chaque geste, chaque seconde, chaque mouvement, etc., etc. Est-ce qu'on peut être au même niveau que l'image, ou est-ce que finalement ça ne nous renvoie pas à une littérature qui tout simplement raconte autre chose, première chose que je voudrais dire, puis ce retrait, c'est-à-dire que d'être auprès des publics, auprès des spectateurs, auprès d'une culture populaire, ça montre aussi l'écho, et Sébastien, tu parlais de Barthes, c'est-à-dire tous les échos symboliques, toutes les constructions symboliques dans la société.
et de montrer à quel point le football est un marqueur symbolique et donc constitue les bases sémiotiques ou sémiologiques, sémiotiques pour utiliser de la terminologie propre à Barthes en l'occurrence, qui accompagnent les gens dans la construction populaire. Pas de discours politique, pas de discours sociétal, pas de discours scientifique en l'occurrence, quelque chose de brutal dans son approche, mais d'extrêmement ou d'éminemment puissant en l'occurrence. Oui, Gaëtan. Ouais, bah, alors, moi, la présentation de Julien me fait penser à deux œuvres. Une de football, c'est Galère Football Club de Romain Molina, qui justement revient un petit peu sur ces underdogs et ces Français qui se sont exilés, notamment outre-Manche, parce que c'était une des spécialités de Romain Molina. Voilà, il faisait un blog d'ailleurs sur ces histoires avant d'en faire un livre. Et c'est extrêmement intéressant de suivre ces parcours. Et puis certains d'ailleurs ont réussi à percer jusqu'en première ligue ou en première division écossaise. Donc ça me fait penser à ça. Et je pense qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que ça participe à la quête d'un autre football et de ne pas forcément voir le football qu'à travers des grandes épopées ou des grandes légendes, mais de se raccrocher aussi à ce football qui est proche de nous, ou qui peut être aussi exotique dans des championnats lointains, mais qui intéresse. Alors, et puis en plus avec les réseaux sociaux, maintenant on a accès à tout plein de blogs, de sites qui vont traiter du championnat lituanien, du championnat mongol, du championnat thaïlandais. Donc voilà, ça participe à redécouvrir le football autrement. Puis l'autre œuvre à laquelle ça m'a fait penser, dans la construction de l'histoire, l'idée d'avoir ce match de fin de semaine qui rythme la narration, c'est la série sur le foot US, Last Chance You. Alors je suis désolé pour ma prononciation anglaise, elle est horrible, sur Netflix, où effectivement on va suivre des équipes de JUCO, donc de Junior College, qui se préparent toute la semaine, et puis la fin de l'épisode, c'est toujours le match de fin de semaine où il va se passer quelque chose. Et voilà, chaque épisode, en fait, on voit la préparation, puis avec tous les à côté, les coulisses, les difficultés des joueurs, des encadrants, des personnes du collège, et puis le match, et puis tous les événements aussi qui peuvent arriver dans une vie, qui peuvent bousculer le quotidien sportif en tant qu'acteur, en tant que spectateur de sport-là. Donc voilà, deux œuvres auxquelles ça m'a fait penser directement. Ouais, je crois que ce qui est important, c'est le côté populaire dans son sens le plus large, peut-être même le plus noble aussi, hein, encore une fois, de cette espèce de vague des échos qui portent en nous, hein, enfin de l'implication nécessaire, du rendez-vous, de ce que ça peut-être de manière, ma formule va peut-être être abusive, mais de ce que ça peut avoir de structurant dans la société aussi, et ça me paraît essentiel. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires à faire sur ça, parce que sinon on peut justement aller. Ouais, Julien, tu voulais dire quelque chose? En fait, moi, je voudrais enchaîner là-dessus, et ça, en fait, ça fait un super enchaînement par rapport à l'œuvre que je veux présenter, parce qu'on est tout à fait dans le thème. Si ça te va, si ça vous va. Complètement. Voilà, parce que moi, je voulais parler de cinéma, vous présenter deux films. Je vais commencer par le plus important, et on verra si j'ai le temps à la fin. C'est celui-là, hop, Looking for Eric, de Ken Loach. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Voilà, ce qui m'intéresse, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on évoque énormément de football, on dit que c'est un film de football. Or, en fait, si on minute les images de football qu'il y a dans ce film, on n'arrive même pas à 3 ou 4 minutes d'images de foot dans ce film. Pourtant, c'est un film qui parle extrêmement bien du football et de l'importance du football dans nos vies et dans la vie de millions de personnes. Et c'est ça, moi, où je trouve ça intéressant. C'est Ken Loach, il n'a pas regardé du côté des sportifs, il a regardé du côté des spectateurs et de cette légende-là et de ces légendes-là qui aussi viennent comme un guide pour les spectateurs. Donc pour résumer, et Looking for Eric, c'est l'histoire d'un postier, Eric Bishop, qui est fan de Manchester United, qui est en pleine dépression, qui vit seul avec les deux fils de sa seconde femme. Il apprend qu'il y a un des grands-fils qui a un problème avec un gangster, donc ça va être un petit peu le fil conducteur, c'est-à-dire comment il va réussir à sortir son beau-fils des griffes de ce gangster-là. Et pour venir l'aider,
il va avoir une apparition, c'est que quand il fume son herbe, il y a Eric Cantona, la légende de Manchester United, qui lui apparaît. Il lui apparaît qu'à lui. Et c'est le vrai Eric Cantona, évidemment, qui joue vraiment son rôle. Et quand moi j'avais interviewé Ken Loach dans le cadre de mon livre, il m'avait dit, pour moi le football est plus important que le cinéma, parce que le football fait partie de nos vies et nous construit des millions de personnes, aide des millions de personnes aussi à tenir une vie douloureuse, une vie socialement délicate, et le football c'est un petit peu leur seul rêve, le seul endroit où en fait, un petit peu comme les sportifs quand ils rentrent dans un stade où ils se mettent au départ dans 100 mètres, il n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus de religion, il y a juste des sportifs qui sont au départ, ils sont tous à égalité. Dans un stade, en fait, tous les spectateurs, alors évidemment, ça a changé et Ken Loach le critique, mais tous les spectateurs sont au même niveau et prennent le même plaisir. Et Ken Loach qui s'intéresse évidemment aux classes sociales populaires, aux classes sociales défavorisées, avec l'importance du football, il ne pouvait pas faire autrement que parler de football dans ses films. Et il me disait, je ne peux pas parler des classes populaires sans évoquer le football. C'est pour ça qu'on retrouve le football dans Kes, un de ses premiers films déjà, mais aussi dans My Name is Joe, où le personnage Joe est entraîneur de football. Et dans Looking for Eric, donc, Ken Loach évoque ces spectateurs qui, là, ne peuvent plus participer à cette grande messe du football. Ces classes populaires, on leur a quelque part enlevé ce rêve parce que les places sont devenues trop chères et ils sont obligés d'aller dans un pub pour voir les matchs de football. Eric Bishop, voilà, et ses amis vont quelque part symboliser ces classes sociales défavorisées pour lesquelles le football est je pense, pour une bouée de sauvetage pour certains, mais aussi un endroit collectif où ils se retrouvent, où ils partagent des valeurs, où ils sont ensemble. Et c'est ça que aussi Ken Loach, qui a des valeurs extrêmement humanistes de gauche, a envie de célébrer, c'est ce collectif-là, ce vivre ensemble que le football peut amener. Et la dernière chose que je voudrais évoquer, ce qui est intéressant, c'est comment il utilise aussi le personnage d'Eric Cantona, cette légende, qui l'inscrit véritablement comme une légende. C'est-à-dire que là, Eric Cantona n'est pas Eric Cantona le joueur, c'est le fantôme d'Eric Cantona, c'est la légende d'Eric Cantona, c'est l'image que l'on se fait d'Eric Cantona. Et Loach joue là-dessus, sur cette icône que Cantona représente et ce qu'il peut représenter pour ses fans de Manchester United. Et dans ce film-là est très, très intéressant parce qu'il raconte comment on aime le football, comment ces spectateurs aiment se raconter de football, partager le football et aimer les personnages qui ont construit le football et qui construisent des gens du football. Et l'autre chose, est-ce que je vous fais un test? Est-ce que à un moment donné, il y a Eric Bishop qui demande à Eric Cantona quel est son meilleur souvenir de foot, et est-ce que quelqu'un se souvient lequel c'était? Voilà, tu poses une véritable colle. Ouais. Alors lui, Eric Bishop, il pense que c'était un but, et en fait, c'est tout autre chose. C'est une passe. La passe de Cantona à Irwin face aux Spurs au début de l'année 1993. Et c'est Eric Cantona qui évidemment évoque ça. Et je pense que, connaissant un peu le personnage d'Eric Cantona, c'est pas du chiquet. Je pense que pour lui, son plus beau souvenir, c'est une passe. C'est ce don à l'autre. Et ça résume un petit peu ce film de Loach qui en plus a un final absolument jubilatoire quand tous les amis du personnage vont réussir à sortir le fils des griffes du gangster. Je vous passe les détails, mais c'est un des punchlines qui m'a fait le plus rire au cinéma. Oui, mais je crois qu'une des choses qu'on peut souligner de ce film-là, désolé, je ne sais pas si tu avais terminé, Julien, mais c'est que c'est un des films, moi, de mon souvenir, un des films les plus lumineux de l'œuvre de Ken Loach, où l'humour est des fois une fin en soi, une véritable visée, où il y a quelque chose de très, très joyeux qui rebondit, où évidemment le traitement, la mise en abîme du traitement de la légende par Eric Cantona par lui-même est tout à fait singulière et crée un écart tout à fait singulier. On voit bien que dans le jeu, Cantona crée
crée quelque chose de comment dire, une distance avec sa propre légende, ce qui est singulier, Oui. comme il l'a fait dans tout le merchandising ou le marketing de Nike à l'époque, comme il l'a fait depuis qu'il avait été, comment dire, depuis qu'il avait remonté son col pour Nike. Ça, c'est toujours très marquant. Et moi, je me souviens d'en avoir discuté avec lui au moment de la sortie du film en France. Pour le coup, c'était quelque chose qui était très marquant dans ce qu'il expliquait de son jeu d'acteur, en l'occurrence, d'avoir créé une espèce de jeu de distance avec la légende qui crée des écarts et qui redonne évidemment beaucoup de choses au spectateur en tant que tel, en disant c'est le spectateur qui m'a forgé en tant que légende, c'est pas uniquement moi en tant que sportif. C'est aussi des faisceaux historiques, des faisceaux de plein de choses qui racontent la construction de ma légende et il le racontait avec beaucoup de distance, beaucoup de retrait. Alors évidemment, sa carrière a été terminée depuis longtemps, sa carrière d'acteur, elle est autrement lancée aujourd'hui, et donc il y a certainement deux vies dans celle ou plusieurs vies dans celle de Cantona, mais j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, et pour aller dans ton sens, en l'occurrence, de ce film, qui est, si je retiendrai une chose de ce film-là aussi, c'est aussi l'amour du club, bizarrement, ces groupes de supporters qui sont évacués d'Old Trafford, à qui finalement on ne donne plus l'accès pour des raisons économiques, comme tu le présentais, qui ont en plus construit, faut fabriquer un club alternatif, hein, le FC United, ce club en opposition, notamment au moment du rachat du club par les Glazers. Et qui finalement disent qu'au moment où c'est la merde, ils sont quand même des supporters de Manchester United, ils ne sont plus des supporters de ce qu'ils ont construit eux-mêmes, mais ils restent profondément attachés à leur blason, à leur équipe, y compris face à toutes les dissensions qu'ils ont exprimées, face à même des gestes de résistance qu'ils ont construits, ce que j'avais trouvé particulièrement intéressant comme message. Oui, et puis cette notion de club et d'attachement au club est importante pour Loach qui a, je ne sais pas si vous le savez, mais il a tenté de racheter avec les supporters le football club de Bath, pour lequel il a fait un documentaire, et avec l'aide d'Eric Cantona, de Ricky Tomlinson, qui était son acteur dans Riff Raff et dans Rolling Stones. Ils avaient tenté de racheter, je crois qu'ils n'ont pas réussi, mais de monter une sorte de grosse cagnotte pour racheter le football club de Bath, et que le football club de Bath devienne une propriété collective des supporters et des passionnés de football. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait. Enfin, c'est vrai qu'en plus avec comment dire, la caméra de l'autre sur ces sujets-là, hein, tu le disais, hein, la passion du football qu'il porte, mais la lecture sociale, c'est vrai qu'on est aussi dans un véritable film social, comme on les connaît dans d'autres circonstances, hein, dans l'œuvre de Loach. Et ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'éminemment puissant, parce qu'il y a ce qui est réussi, c'est les différentes échelles, disons, entre guillemets, de ce football à la fois très populaire, comme on en a parlé tout à l'heure avec Underdog, et en même temps ce football des grandes légendes, d'Eric Cantona, de ses succès sportifs, d'Old Trafford, de la Première Ligue, etc. Tout ce qui fait presque, je serais tenté de te dire, la scientifique moelle du football d'aujourd'hui, en fait. Complètement. Ouais, Sébastien, ouais. Ouais, si je peux rebondir, moi, ce que je ressens quand même, c'est un message quand même éminemment politique, parce que à la fois il met en avant toutes les capacités de se regrouper, toutes les valeurs qu'on pourrait attribuer au foot qui permet la sociabilité entre les supporters, etc., et qui s'identifient à leur club. Mais dans ce film, il y a vraiment la notion d'intégration sociale par le sport qui est vraiment questionnée et critiquée. Enfin, bon, moi, je le ressens comme ça. Après, Ouais, moi, c'est vrai que j'ai vu le film il y a un certain temps, mais de ce que je m'en souviens, il y avait vraiment ce côté, je dirais pas un rapport amour-haine, mais c'est vrai qu'on parle de distanciation, à la fois avec la légende Cantona, c'est-à-dire que on est face à des personnes qui sont quand même très loin
de ce que vit Cantona, qui même s'il est considéré comme un rebelle du foot, bon, bah, c'était quand même un footballeur super bien payé. En plus, après, il est devenu acteur à succès, etc. Donc, il est pas, voilà, il a quitté ce milieu-là. S'il était des milieux populaires, il l'a quitté en devenant cette star du foot et du cinéma. Mais c'est quand même quelqu'un sur qui on va porter nos espoirs. Oui, je ne sais plus qui a parlé de guide. Hein. Il y a cet aspect-là. Et puis pareil sur effectivement le FC United, c'est-à-dire que à la fois on quitte le giron du grand club parce que on n'aime plus ce qu'il représente, donc on crée son propre club, mais en même temps on revient vers ce club Oni. Et voilà, il y a toujours cet aller-retour. Et en fait, c'est vraiment le paradoxe, je pense, qui traverse les amoureux du sport aujourd'hui. Et c'est pour ça que Sébastien a raison de parler qu'il y a vraiment un discours éminemment politique. Et c'est tous les cas. Et je pense Ken Loach, il connaît bien ça, les paradoxes du capitalisme. Mais c'est un système finalement qui ne nous convient pas. Mais on est obligé quand même de se raccrocher à certaines de ces parties parce que ces parties-là, elles nous font rêver. Effectivement, les grandes stars, elles ne vivent pas ce que nous, on vit au quotidien, mais elles nous font rêver et on va s'enflammer avec les Neymar, les Mbappé, les Zidane, etc. Pareil pour les grands clubs. Et voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant de prendre cette perspective-là. Bon, voilà, Ken Loach, il est très bon là-dedans, donc ça fonctionne bien, mais je pense qu'on en revient à ce qu'on dit depuis le début, quoi. C'est qu'on est toujours dans cette recherche à la fois entre un rêve et une réalité, et on essaie de trouver sa place quelque part, et le foot nous met parfois face à nos contradictions, mais nous permet aussi de nous exiler de cette réalité. En effet, hein, je pense qu'il y a quelque chose du rapport rêve-réalité ou réalité-fiction, fantasme qui est extrêmement important, hein, en l'occurrence avec ce que ça peut. J'en profite, enfin, je prends un peu le pied pour, comment dire, justement pour basculer d'œuvre. Je force un petit peu la donne, mais de toute façon, on pourrait continuer le débat ad vitam, je serais tenté de dire, en renvoyant justement du côté du texte que tu as choisi, toi, Sébastien. Football, justement, qui va traiter un petit peu de cette peut-être pas de cet envers du football, mais de cette ailleurs du football qui nous ramène souvent dans le canapé de Bouzard, en l'occurrence. Hein, alors, peut-être que tu nous referas l'histoire de cette bande dessinée rapidement, mais qui nous situe justement dans tous ces entours, qui nous situe du côté du spectateur, du lambda, quelque part. Oui, bah, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, moi j'ai choisi le football qui est en fait non pas tome 1 et tome 2, mais saison 1 et saison 2. Euh, c'est d'abord parce que pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment, on est dans une thématique de la passion du football chez Bouzard. À la fois, on le sent, il a été footballeur amateur, hein, mais à la fois quelqu'un qui bouscule le foot, le milieu du foot, qui travaille sur la dérision dans ces deux tomes, et c'est ce qui m'a intéressé. Alors je vais pas présenter Bouzard, hein, il a été là récemment, je crois que c'était en 2018, là, président de Festival d'Angoulême. Mais ce qui est intéressant là, dans les deux tomes de football, bah, déjà c'est qu'il s'inscrit dans une forme d'autobiographie. Hein, on l'a évoqué tout à l'heure avec l'album d'autobiographie of Me Too, mais on voit quand même, puisque initialement ça a été donc publié dans le magazine SoFoot, mais aussi dans la presse de mémoire, il me semble que c'est dans le Canard enchaîné ou dans Libération. Et donc on est sur au départ une forme vraiment d'autofiction, d'autobiographie, et puis peu à peu on est sur eh bien, la dérision totale des règles. Je pense à de nombreuses planches sur la critique ou la folie de cette règle du hors-jeu, où il fait des gros zooms sur l'anatomie de l'œil pour voir comment l'œil peut voir à deux endroits différents, c'est-à-dire le joueur, le ballon, enfin, etc. Et il me semble que, enfin, j'ai choisi de vous présenter ces deux tomes parce que l'idée, ce n'est pas pour Bouzard de montrer finalement
le beau foot ou de valoriser ou de transcender des héros, quoique certains héros allemands sont bien présents, mais c'est surtout pour montrer en quoi la bande dessinée peut se moquer, peut rire, et des valeurs qui sont soi-disant attribuées au foot, et finalement questionner le lecteur sur des gestes malsains, sur la faisabilité ou pas de telle ou telle règle. Et puis, le lecteur peut découvrir surtout dans le deuxième tome des planches un peu plus, moins articulées sur Domenech ou l'épopée des équipes de France qui sont vraiment risibles, où là vous avez carrément les photos des équipes nationales et la photo de l'équipe de France, on ne peut pas identifier les joueurs, mais par contre, on identifie bien le bus, puisque la photo de l'équipe nationale est uniquement le bus de l'équipe de France. Donc il y a aussi la question d'identité qui est vraiment croquée à merveille par Bouzard. Voilà l'objet de cette œuvre. Ah, c'est vrai que moi, je sais que de mon point de vue, Bouzard, c'est football, et depuis de nombreuses années dans ma bibliothèque, et c'est vrai que c'est déjà c'était peut-être remettre dans un contexte aussi où à l'époque où le football qui peut-être générait un peu moins de littérature ou d'expression artistique, disons, et a fortiori humoristique. On avait quelques détournements, quelques mauvaises blagues, des fois potaches, comme ça, mais il faisait pas toujours. C'était pas toujours, disons, dans le bon ton de rigoler. De rigoler de la manière dont Bouzard le présentait, en l'occurrence. Ça a participé aussi disons, du geste de rafraîchissement qu'a opéré SoFoot sur la manière de présenter le foot en France, en l'occurrence. Et ça c'est clair que c'était une espèce comment dire, de bouffée d'air pur, en l'occurrence, dans la manière de parler et de représenter le football. Ouais, tu as raison. Hein, moi, je qualifierais même d'ovni, une forme un trait et des couleurs un peu ovni, jamais vu, et puis quelque chose qui à la fois, paradoxalement, valorise le foot tout en le tournant en dérision et en appuyant vraiment là où ça fait mal sur les mauvais gestes, sur ce qui chagrine Bouzard dans le football. Et on est aussi sur un auteur et un dessinateur qui a vécu le foot de l'intérieur sur le gazon. Et d'ailleurs, on peut le voir, on en avait discuté avec certains membres d'Écrire le sport. On peut voir quand on ouvre, je ne sais plus si c'est au tout début d'un des tomes ou à la fin, c'est une photo d'un barbecue avec des sardines, les tomates, les patates. Et on voit un joueur qui est accroupi en photo. On est vraiment sur du foot populaire où on joue effectivement. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de retrouver l'ambiance bon enfant, troisième mi-temps, bonne bouffe et alcool sympathique. Oui, moi, ce que je voudrais poser une question à Sébastien, et je pense que ça fera du coup peut-être la transition pour Gaëtan, c'est par rapport à la bande dessinée et le football. C'est vrai que moi, j'avais dans l'idée les bandes dessinées sportives, c'était surtout des choses très burlesques ou très humoristiques, assez grossières en termes de dessin et d'humour, et que Bouzard a amené une sorte de branchitude au football et l'a rendu un peu plus hype peut-être dans la bande dessinée, alors qu'avant il y avait soit des mangas et des grandes sagas de mangas, soit des dessins comme je prends un exemple, mais j'ai un exemple d'une BD qui s'appelle Les Rugbyman, qui est très très pauvre en termes de bande dessinée, mais voilà, la littérature de BD sportive pour moi c'est vrai que ressemblait plutôt à ça avant. Oui, c'est vrai, hein, Julien. Il y a une forme d'anoblissement en fait du genre par Bouzard. Alors effectivement, via le canal SoFoot, parce que c'est quand même un magazine qui est bien lu dans le milieu, mais c'est vrai qu'il a ouvert une voie, une brèche qui me paraît intéressante, importante. Et puis il a un coup de crayon et puis un humour qui est terrible. Donc ça fait tout après. Hein. Ouais, je pense que ça a quand même créé un véritable appel d'air, comme tu disais, Julien. C'est-à-dire qu'au départ, la BD sportive, elle était
C'était de la BD, comment dire, de ce qu'on appelle en milieu du livre de troisième niveau, c'est-à-dire ce qui est distribué dans les supermarchés pour les enfants, pour lire sur l'autoroute, choses comme ça, sur deux, trois figures de footballeurs ou de sportifs, hein, globalement qu'on raille, c'est-à-dire que c'était souvent de la BD, on voyait beaucoup de dopage par exemple, hein, dès qu'on parlait de cyclisme, avec des cyclistes avec des seringues dans les bras, dans les cuisses. Pour le coup, c'est clair que ça a apporté une véritable rénovation, ça a ouvert des vannes. On peut citer d'autres auteurs, hein. Je pense à un auteur comme Chris, par exemple, globalement sur le sport, hein, qui a déjà assumé, clairement, revendiqué son goût pour le sport. Lax, le dessinateur Lax sur le vélo, il a fait un travail Voilà. formidable. Exactement, c'est ce que j'allais citer ensuite, en l'occurrence, qui a, disons, à chaque fois, ouvert des brèches. C'est-à-dire que sur l'humour, je pense que Bouzard a fait aussi accepter une forme d'humour sur le football, évidemment, qui s'est accéléré peut-être avec des générations Twitter, choses comme ça, où ces formes-là l'appellent plus naturellement, mais clairement, c'était, en tout cas, quand on ouvrait à l'époque SoFoot, et puis après, quand on a ouvert les albums de football, c'était quand même quelque chose qui était assez rare dans le principe, si ce n'est que on s'y retrouvait aussi assez. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que tu disais, Sébastien, tout à l'heure, il y avait quelque chose aussi de football de troisième mi-temps, la blague potache ou la blague. D'ailleurs, pas nécessairement potache, mais la bonne blague qu'on fait avec les copains en regardant un match de manière un peu légère, quoi. Ouais, bon, ben, c'est vrai que à la fois Bouzard et Chris ont peut-être bien marqué, et c'est peut-être lié au, au manque je dirais, après Pelos, après René Pelos, où il y avait quand même un monsieur du dessin sportif qui est décédé. Et puis, bon, il était vraiment plutôt passionné de vélo et de Tour de France. Mais bon, on est quand même. Il y a eu un trou entre la période de l'entre-deux-guerres et puis juste après la Deuxième Guerre mondiale, de ce dessinateur sportif qui dessinait dans Miroir Sprint ou Lotto, l'équipe après. Et il me semble que Bouzard et Chris, notamment, ont peut-être apporté une forme d'artification au dessin de foot, notamment, mais de la bande dessinée, du lien entre la bande dessinée et le sport. Je suis assez d'accord avec vous. Justement, peut-être que le lien est tout fait, puisqu'on parlait de dessin. Désolé, je coupe un peu les débats, mais pour envoyer vers notre dernier intervenant et notre dernière œuvre du soir, en l'occurrence Giant Killing, qui nous est proposé par Gaëtan, qui est là, cette fois-ci, un manga, mais je te donne tout de suite la parole pour nous le présenter dans le détail. Ouais, alors c'est vrai qu'au début j'étais parti jusqu'à cet après-midi sur un autre manga qui s'appelle Whistle, qui est un shonen assez classique, mais l'un de mes préférés au niveau sportif et particulièrement au niveau du foot. Et puis je suis parti sur un autre, Giant Killing, qui est lui de la catégorie des seinen, donc des mangas pour adultes, même si c'est forcément un manga très accessible pour les ados, voire même pour les enfants plus jeunes. Donc c'est un manga qui date de 2007, qui a ensuite été mis en anime en 2010. Alors le manga existe toujours, il est toujours publié, le dernier tome est sorti en mars, il n'est pas traduit en français malheureusement. En revanche, l'anime existe en version sous-titrée française, il ne compte que 26 épisodes, mais ça laisse déjà entrevoir ce qu'est Giant Killing. Alors Giant Killing, c'est l'histoire d'une équipe de première ligue japonaise, l'ETU, donc East Tokyo United, qui se débat chaque année pour éviter la relégation. Ils l'ont connu d'ailleurs, donc là ils se débattent pour ne plus être relégués, mais ils disent on ne peut pas continuer comme ça, il faut changer. Et donc ils vont en Angleterre récupérer l'ancienne star du club qui est partie très tôt, qui s'appelle Tatsumi, et qui est devenu entraîneur dans les ligues ligue professionnelle, mais vraiment les plus basses en Angleterre. On revient un petit peu au milieu d'Underdog, hein. Donc on est vraiment dans les bas-fonds, mais son équipe arrive à battre des grosses équipes, les fameux Giant Killing, hein, quand une équipe supposée extrêmement faible par rapport à son adversaire arrive, notamment en FA Cup, à la faire tomber. Et donc du coup il est recruté et il revient dans son club de cœur, son club historique, l'ETU, et il va essayer de renouveler la manière de coacher
pour remettre les TU sur le devant de la scène. Alors ce qui est très intéressant avec ce manga, c'est que contrairement à Captain Tsubasa, où on va courir pendant 3 km sur un terrain pour faire 10 mètres et ensuite placer le tir du tigre ou le tir de l'aigle, là, on est vraiment dans quelque chose de très réaliste. Alors, très réaliste, c'est toujours, ça reste du manga, ça reste de l'anime, on est là pour plaire quand même à du grand public, hein. Mais quand même, l'idée, c'est d'être le plus réaliste possible. D'ailleurs, l'auteur du manga qui s'appelle Masaya Tsunamoto n'a fait que des mangas de foot. Il en a fait deux courtes histoires avant de faire Giant Killing. Donc c'est quelqu'un qui connaît quand même très bien le foot. Et il explore en fait tous les domaines du foot. Ce qui est assez rare dans les mangas, parce que généralement les mangas de sport, souvent on va parler des équipes collégiennes, lycéennes, le fameux au baseball par exemple, il faut gagner le Koshien, le grand tournoi de baseball lycéen. Donc dans les autres sports, il faut gagner le championnat national interlycée, que ce soit dans Kuroko Basket, que ce soit dans IQ pour le volleyball. Là non, là on est vraiment dans le monde professionnel, dans la première ligue japonaise, qui est quand même une ligue relativement importante. Et donc, il montre à la fois ce qu'il se passe au niveau des coachs, au niveau des joueurs, au niveau des coulisses, c'est-à-dire ceux qui s'occupent du marketing, de la communication, de la logistique. Il montre le point de vue des journalistes, avec notamment une journaliste indépendante qui suit l'équipe, les supporters, puisqu'on a deux groupes de supporters, les Ultras, les United Skull, qui sont là depuis le début, et puis des supporters qui étaient des supporters d'il y a 10 ans, qui avaient délaissé le club quand celui-ci est tombé un peu en désuétude et qui reviennent, parce que Tatsumi revient au club, donc il y a des visions différentes de comment on doit supporter le club, on voit les sections jeunes, donc voilà, on voit vraiment tout ce qu'il y a autour de l'équipe et pas simplement l'équipe. Cela dit, c'est aussi très réaliste parce que les matchs le sont également, c'est-à-dire qu'on voit dans les matchs les stratégies, les tactiques qui sont développées, les rebondissements, ce qui peut se passer dans la tête des équipes. Alors parfois l'équipe elle performe bien, des fois on voit des matchs où rien ne va, les interrogations des joueurs par rapport à des blessures, comment on vit une blessure. Alors tout ça reste vraiment très fluide parce que on est dans du manga, il y a beaucoup d'humour, donc c'est pas un documentaire, je veux dire, en version anime, hein, mais c'est quand même pour un anime, un manga, quelque chose qui est extrêmement réaliste. Et puis vraiment, on prend plaisir à regarder les matchs, on vibre avec l'équipe, on a envie qu'elle gagne, on n'est pas sûr qu'elle gagne parce que des fois elle perd, des fois il y a un match nul. Voilà. Après, l'autre chose qui est aussi extrêmement intéressante, c'est qu'elle fait, voilà, on n'est pas simplement entre japonais, ce qui est parfois le problème de certains mangas japonais, c'est-à-dire qu'on reste sur un monde qui est très lié à l'archipel. Là, forcément, comme on est en première ligue, eh ben, on a des joueurs brésiliens, on a des joueurs néerlandais, on a des coachs néerlandais. Il y a le sélectionneur national du Japon qui revient dans plusieurs épisodes, qui est un Français, c'est Monsieur Blanc, hein, c'est pas extrêmement original, mais qui fait référence à Philippe Troutier, qui a été l'entraîneur à la fin des années 90 et au début des années 2000. Voilà, et puis il n'y a pas de Arsène Wenger, mais par exemple l'entraîneur des Osaka Gunners, qui est néerlandais, me fait beaucoup penser à la manière d'un football très offensif, comme le prône par exemple Arsène Wenger. Donc on a vraiment l'impression de vivre parfois quelque part une sorte de documentaire sur la première ligue, parce que c'est extrêmement bien fait. Moi, ce qui me plaît dans ce manga en particulier, et dans tous les mangas sportifs, et particulièrement de football, c'est la manière dont on raconte le football, y compris sur le terrain. On sait que par exemple, il y a des sports, comme le football, c'est très compliqué de le filmer. Les bons films de football où il y a des matchs régulièrement, où on montre des actions, c'est très compliqué. Julien en parlera mieux que moi. Hein. Par exemple, il y a d'autres sports qui se prêtent beaucoup plus au cinéma, le golf, la boxe, le baseball, le foot US, c'est quand même des sports qui ont pas mal de très bons films par rapport à leur discipline, où la manière dont se construisent les matchs permettent d'être bien restitués au cinéma, à l'écran. Il y a d'autres sports, c'est plus compliqué. Et ça, l'avantage du manga et de l'anime, c'est que c'est très très simple de pouvoir vraiment restituer l'intensité de la compétition sportive et du match
sans perdre le lecteur, c'est-à-dire qu'on peut cutter, on peut passer de comment on voit le spectateur, de comment on voit le journaliste, comment on voit l'entraîneur, de ce que pense le joueur qui lui n'a pas le ballon et qui est à l'autre bout du terrain. Mais il y a quand même une fluidité qui permet d'être vraiment dans le match. Voilà, et c'est vraiment ce qui me plaît à la fois dans le manga sportif et puis vraiment la force réaliste de ce manga en particulier pour le football japonais. Ouais, je voulais savoir, Gaëtan, est-ce que tu sais pourquoi ça n'a pas été traduit, hein, si j'ai bien compris? Est-ce que parce que ça n'a pas tellement marché déjà localement, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que tu sais? Alors je sais pas du tout, je sais pas comment ce genre de choix se fait. Par exemple, le premier manga que j'avais choisi, Whistle, lui a été traduit en français, mais les 22 tomes, pas les 24 tomes, juste les 22 premiers tomes. Alors pourquoi ils ont arrêté sur les deux derniers tomes? Peut-être que ça marchait pas, marchait pas assez. C'est vrai que les mangas de sport sont extrêmement nombreux au Japon. Depuis vraiment l'ère moderne des mangas, par exemple, on compte 400 mangas de baseball, on en compte 200 sur le football, qui est la deuxième discipline la plus représentée après le baseball. Donc tout n'arrive pas forcément en France, sauf quand il y a des animes, parce que il y a les fanbases qui vont traduire elles-mêmes, et ce qui permet d'accéder à énormément de mangas de sport de qualité qui ne seraient pas diffusés par des éditeurs ou par des chaînes de télé. Moi, je parle en tant qu'amoureux de baseball, par exemple, le meilleur manga et anime de baseball, c'est Major. Si il n'avait pas été traduit par des fans dans les années 2000, jamais j'aurais pu le voir, parce que ça n'intéressait pas les éditeurs français. Alors pourquoi celui-là n'a pas été... C'est bizarre, parce que il est vraiment extrêmement bien fait, et c'est sûr que ça plairait au public français. Après, peut-être que les éditeurs ont un peu peur de trop noyer le lectorat français sous du manga de sport, et ils choisissent plutôt des thèmes, les ninjas, Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, etc. Peut-être pour préciser sur la question, le marché du manga est tout à fait particulier, hein, la connexion qu'on a avec le marché du manga en particulier. Là, on est sur Giant Killing, quand même un manga qui a débuté avant un plein boom, disons, de la lecture du manga en France. Aujourd'hui, hein, la France qui est le deuxième marché du manga mondial, hein, donc c'est tout à fait conséquent. On sait aussi que on a des traditions, qui ont été la tradition Glooby-Boulga, disons que un certain nombre d'animes connus au travers des générations Club Dorothée, notamment Captain Tsubasa, qui ont construit tout un univers du manga et de l'imaginaire français en l'occurrence. Alors tu disais super bien, Gaëtan, c'est que on n'est pas du tout sur les mêmes approches. Captain Tsubasa, plutôt un grand récit d'apprentissage, très individuel, qui d'ailleurs écrit très mal la tragédie footballistique en l'occurrence. On est sur quelque chose d'ailleurs qui a été raillé pendant longtemps, un peu irréel en l'occurrence. D'ailleurs les différentes versions de Captain Tsubasa ont réinjecté du réalisme en l'occurrence, ça c'est extrêmement important. Là avec des animes qui sont extrêmement réalistes, mais c'est vrai c'est sur le marché éditorial, c'est pas ce qui marche le plus non plus, l'anime de sport tout de même, même s'il y a un certain nombre de titres, tu citais Major pour le coup qui ont été captés, mais qui ont été captés par des communautés de fans aussi, par exemple un des indicateurs assez forts, c'est que tous ces mangas de foot n'arrivent pas, enfin qui ne sont pas traduits en l'occurrence, n'arrivent pas par les domaines justement des communautés de fans, par les communautés de Scantrad par exemple, donc ces communautés qui récupèrent sur les marchés où ça a pu être traduit, voire sur le marché japonais, pour scanner les pages, les traduire, modifier les lettrages en l'occurrence, ce qui permet finalement des fois au marché français de capter des tendances en l'occurrence, et pour le coup sont assez peu apparents dans les communautés de fans. Enfin, si tu confirmes, mais de ma connaissance du domaine éditorial en l'occurrence. Alors après, c'est vrai que l'avantage, c'est que le marché se développe de plus en plus. C'est un peu comme pour la fiction avec Netflix, Amazon, etc. etc. Il y a un appel d'air, il y a un appel d'offres. Donc c'est pareil aussi dans le manga. Il y a plein de plateformes un peu de ce type qui ouvrent pour proposer un maximum de contenu. Donc forcément, ils sont obligés d'élargir leur catalogue pour attirer des abonnés. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir de plus en plus accès à des œuvres qui n'auraient pas du tout été traduites de manière officielle, même en anime, il y a encore 1 ou 2 ans. Je pense notamment là, par exemple, à un anime de baseball féminin
qui a été donc officiellement traduit pour je ne sais plus quelle plateforme française. Jamais ça aurait été possible il y a 1 ou 2 ans. Ça aurait été fait certainement par des fans et encore si ça avait intéressé des fans. Donc effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va aller en s'améliorant. L'idée, on peut espérer, c'est que quand même ces anciens mangas, même si c'est pas si vieux que ça, hein, c'est 2007 et il est toujours en cours, puissent eux aussi quand même être réédités, comme on peut pas avoir parfois des films restaurés. Voilà, parce que il y a vraiment une richesse dans le manga. Au niveau des mangas sportifs sur lesquels il ne faut pas passer, et même si le manga shonen est très intéressant, il y a beaucoup de choses. Il y a le manga sportif, c'est pas que les mangas shonen, il y a plein de choses intéressantes à aller chercher au Japon. Justement, puisqu'on va être contraint de conclure sur ça, Gaëtan, et j'incite tous ceux qui nous écouteront au travers de ce podcast ou de cette vidéo à suivre ton compte Twitter où tu donnes régulièrement des conseils de lecture multiples et variés. Je vous conseille vraiment d'aller tous essayer d'aller fouiller d'ailleurs dans cette somme extrêmement conséquente de mangas consacrés au sport, des sports qu'on pratique assez peu d'ailleurs pour certains ici en Europe. Évidemment, nous on a la production des sports qui nous concernent en quelque sorte. Donc je vous invite à aller faire ça. On vous conseille tous de regarder Looking for Eric si ce n'est pas encore fait, de lire Football de Bouzard si ce n'est pas encore fait, de relire Underdog publié aux éditions Salto et d'aller consulter l'intégralité du catalogue des éditions Salto, et puis de lire L'homme qui n'est jamais mort d'Olivier Margot, et encore une fois d'aller fureter dans tous les catalogues de mangas sportifs. De toute façon, je l'espère, on aura l'occasion de reparler de cette production-là. À plus tard, merci à vous quatre. À très bientôt, et puis lisez et faites-vous plaisir.